tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour cette deuxième conférence de médecine interne qui va prendre en compte d'autres items qui n'ont pas été traités dans la première conférence. On va commencer tout de suite par des dossiers progressifs sans transition aucune. Et comme d'habitude, pour chaque dossier progressif, vous aurez en introduction l'ensemble des objectifs de connaissance de l'item ou des items principaux traités dans ce dossier progressif, avec leur rang et leur rubrique. Et vous retrouvez pour chaque question l'intitulé de l'objectif à laquelle se rapporte la question, son rang et la rubrique à laquelle elle appartient. Tous les dossiers sont réalisés bien entendu avec les différents collèges disponibles, médecine interne mais aussi les autres collèges, dermatologie, médecine vasculaire, rhumatologie, pneumologie, etc. Ainsi qu'avec les fiches LISA. Tous les dossiers sont tirés de vrais cas de patients et sont donc des dossiers originaux. Commençons par le premier dossier. Vous recevez en consultation de médecine interne Madame G, 27 ans, pour douleur articulaire. Dans ses antécédents, on retient une amygdalectomie dans l'enfance, une intervention pour un canal carpien à droite il y a 1 an et des cystites à répétition. Elle ne décrit pas d'antécédents familiaux particuliers. La patiente n'a pas d'allergie connue, elle ne fume pas et ne consomme que rarement de l'alcool et en quantité limitée. Elle a une seule grossesse qui a mené à l'accouchement par voie basse d'un garçon qui a actuellement 3 ans et qui est en très bonne santé. Son seul traitement à domicile actuellement est une contraception par progestatif pur, l'Optimizette. Elle travaillait avant comme esthéticienne, elle occupe actuellement un travail de bureau. Sa plainte remonte maintenant à 2 ans, avec l'apparition d'engourdissements et de réveils nocturnes des deux mains, avec du coup plusieurs réveils la nuit. Elle décrit ses mains comme parfois un peu gonflées, et c'est aussi des douleurs des pieds au niveau de la voûte plantaire, gênant la marche le matin. Elle rapporte également des épisodes de décoloration des mains qu'elle a pris en photographie. Et vous avez la photographie qui est ici rapportée. Cliniquement, le général est très satisfaisant. Le poids est à 49 kg pour 1,60 m. Sa tension artérielle est à 113,72 mm de mercure avec un pouls régulier à 85 par minute. L'auscultation cardiaque et pulmonaire sont normales. Il n'y a pas d'hépato, de splénomégalie à palpation abdominale et on ne retrouve pas de ganglions dans les aires palpables. L'examen neurologique est lui aussi normal. Alors, il est nécessaire ici de s'arrêter quelques instants sur l'énoncé, notamment sur une partie de l'énoncé. On va assez vite passer l'examen clinique qui est tout à fait normal et donc il n'apportera pas d'informations. Mais si on s'intéresse un petit peu à sa plainte, on parle de douleur au niveau des mains, de réveil nocturne, donc on pourrait penser déjà à de l'arthralgie inflammatoire. Les mains sont un peu gonflées, très bien, douleur au niveau des voûtes plantaires, très bien. Mais ce qui va nous interloquer très vite ici, c'est la photographie. La photographie qui se rapporte à ces épisodes de décoloration. Cette photographie, elle montre deux choses extrêmement importantes. La première chose importante, c'est qu'elle vous montre un syndrome de Raynaud typique, c'est-à-dire une décoloration complète, donc un aspect blanc, blanc livide, cadavérique, des doigts, avec une limite nette entre le blanc et la coloration normale. Vous avez donc ici un syndrome de Raynaud, il n'y a pas de doute sur le diagnostic. On va donc très probablement partir sur un dossier syndrome de Raynaud. Et la grande question des syndromes de Raynaud, c'est est-ce que la patiente souffre d'un Raynaud primaire, d'une maladie de Raynaud, c'est-à-dire un syndrome de Raynaud qui existe à son propre compte, ou est-ce qu'elle a un syndrome de Raynaud secondaire? Il y a ici deux indices qui nous pousseraient à aller vers un syndrome de Raynaud secondaire. Première chose, le texte, où on dit qu'elle a des douleurs des deux mains, avec de multiples réveils, des mains un peu gonflées, et donc potentiellement, comme on le disait, de l'arthralgie d'horaire inflammatoire. Mais, et surtout, il y a un élément ici qu'il ne faut pas rater, et cet élément, c'est la photographie. Et si vous regardez bien, on voit que le pouce est atteint. Et donc cette patiente a d'emblée, dès l'énoncé, sur la photographie, que vous auriez peut-être rapidement passé, un élément, un drapeau rouge, qui vous feront pousser les examens plus loin, à la recherche d'un rhume de Raynaud secondaire. Voici la première question, concernant la figure 1, qui représente, comme on l'a dit, un phénomène de Raynaud. Quelle proposition est ou sont exactes? Le syndrome de Raynaud touche 5% de la population générale. Oui, c'est vrai.
Il touche environ 10% des femmes en France et 1% des hommes, avec un rapport de 1 pour 9, comme dans le lupus. Et donc, on touche bien 5% de la population générale. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre entourage 10 femmes, il y en a probablement au moins une qui a un syndrome de Raynaud, c'est extrêmement fréquent. Seule la phase syncopale est obligatoire pour son diagnostic. La phase syncopale, c'est la phase blanche. Retenez qu'en fait une syncope ou quand un patient fait un syncope, il devient tout blanc. Et bien quand votre doigt fait une syncope, il devient tout blanc aussi. Et c'est bien la seule phase qui est obligatoire pour parler de syndrome de Raynaud. Les autres phases sont accessoires dans la définition, bien que souvent présentes. Il peut être déclenché par une émotion telle qu'un stress, oui, tout à fait. Et si vous interrogez pareil des femmes qui ont un syndrome de Raynaud, elles vous diront qu'avant un examen important, elles peuvent déclencher ce syndrome de Raynaud malgré que la température ambiante soit douce. Il touche le plus souvent les femmes, oui, je vous l'ai dit, c'est 9 femmes pour un homme, entre 4 à 9 femmes pour un homme. Et les pouces sont fréquemment atteints, ça c'est faux. Les pouces sont rarement atteints. Et donc l'atteinte des pouces fait partie des drapeaux rouges. Pourquoi les pouces sont rarement atteints? Et bien, en fait, c'est de l'anatomie. Quand vous regardez l'élévation de votre main, vous avez deux arcs palmaires, superficiels et profonds, qui vascularisent les doigts. En cas de syndrome de Raynaud typique, vous avez une vasoconstriction qui se fait à ce niveau-là, au niveau des doigts, au niveau de ces artères-là. Et donc, les doigts deviennent blancs. Par contre, le pouce est tributaire pour cette variation d'une artère radiale, beaucoup plus profonde, donc beaucoup moins spasmée, et donc moins atteint dans le Raynaud primaire, voire pas atteint dans le Raynaud primaire. Donc les bonnes réponses, c'était ici les réponses A, B, C, D, et on était relié à un item de rang A, qui était connaître les caractéristiques cliniques des principaux acrosyndromes. Donc je vous l'ai dit, phénomène de Raynaud, c'est un gros syndrome paroxystique. Paroxystique, on verra tout à l'heure dans le petit court rappel, mais ça veut dire qu'il n'est pas permanent, qu'il dure quelques minutes, parfois une heure, mais qu'il disparaît. Il touche environ 5% de la population, notamment la population féminine, avec un rapport de 4 à 9 femmes pour un homme. Je vous conseille de retenir le rapport de 9 femmes pour un homme, c'est le même que le lupus, comme ça. Il prédomine des extrémités, d'où le nom acro. Acro, ça veut dire extrémité, donc syndrome des extrémités, acro-syndrome. Donc les mains, mais aussi les orteils, parfois le nez, les oreilles, voire la pointe de la langue. Il se déclenche lors de l'exposition au froid et plus précisément lors du passage d'une situation chaude ou tempérée à une situation froide après une émotion telle qu'un stress. Il se décompose en trois phases. Une phase obligatoire, qui est la phase blanche ou syncopale, où les doigts ont un aspect blanc, exsangue, avec des limites très nettes, comme je vous montrais, et c'est la seule phase obligatoire. Puis un aspect cyanique, asphyxique, dû au faible taux d'oxygène, les doigts deviennent bleus, un peu comme vos lèvres deviennent bleues au froid, qui devient constant et qui est dans le même territoire que la phase syncopale, et puis une phase érythémateuse, rouge, due au retour sanguin, donc la recoloration d'un sang rouge sur des mains qui sont initialement blanches, et donc cette différence criante de mains qui deviennent rouges, et parfois douloureuses. Et les douleurs, pour vous imaginer un petit peu ce qu'elles sont les mêmes douleurs que quand petit vous jouez dans la neige, sans gants, mains nues, et vous passez après les mains sous l'eau chaude. Ça fait un peu le même type de douleur, un type de picotement très désagréable. Question 2. Quels arguments vous feraient retenir, vous feraient évoquer un phénomène de Raynaud secondaire? La présence de troubles trophiques de la pulpe des doigts. Oui, tout à fait. Donc, des troubles trophiques, ça peut être des ulcérations, ça peut être une hyperkératose, ça peut être des cicatrices d'ulcération passée avec des cicatrices euh, comment dire, déprimées au niveau de la pulpe des doigts, etc. Le début sonne dans l'adolescence. Non, il est classique. Le Raynaud commence en général dans l'adolescence. Le Raynaud primaire commence en général dans l'adolescence ou chez l'adulte jeune. La présence d'antécédents familiales de Raynaud, non, ça non plus, c'est relativement fréquent d'avoir un familial de maladie de Raynaud quand on a soi-même un Raynaud. Et ce n'est pas un argument pour une cause secondaire, au contraire. Le caractère unilatéral, oui. Votre Raynaud idiopathique est bilatéral. Il n'y a pas raison que les artères de la main droite se vasoconstrictent plus que celles de la main gauche. Donc le caractère unilatéral va vous orienter vers une anomalie anatomique du membre atteint, une compression artérielle, une thrombose artérielle, quelque chose comme ça. L'atteinte des oreilles, on a dit c'était une extrémité, donc ce n'était pas un argument pour un Raynaud secondaire. Les bonnes réponses étaient ici, la réponse A et D. Et on se rapportait à un item de rang A qui était connaître les éléments cliniques permettant de distinguer Raynaud primitif et secondaire. Voici la liste des drapeaux rouges.
Ces drapeaux rouges sont soit expliqués par des anomalies anatomiques, soit expliqués par les maladies qui peuvent donner un Raynaud, soit expliqués par la statistique. On l'a dit, le Raynaud, c'est la femme jeune. Donc, si vous êtes un homme, et a fortiori un homme âgé, vous n'êtes pas dans les statistiques. Donc, si vous n'êtes pas statistique, c'est que probablement, ou potentiellement, il y a un truc pathologique. Donc, être un homme, une survenue après 40 ans, sont des drapeaux rouges. Le caractère unilatéral, on l'a évoqué. L'atteinte des pouces, on l'a évoqué. L'anomalie vasculaire, comme l'abolition d'un pouls, est tout à fait possible. On peut avoir, par exemple, une dissection de l'artère radiale chez les sujets qui jouent au volley, par exemple. C'est les JO, donc profitons-en. Quand vous réceptionnez le ballon de volley comme ça, le ballon de volley peut taper régulièrement ici et disséquer l'artère radiale. Ça peut aussi être l'artère ulnaire qui peut être atteinte, notamment chez les patients qui sont carreleurs et qui vont taper pour rentrer les carreaux dans le ciment, ou alors chez les sujets qui font du marteau-piqueur, par exemple. Les hémorragies inguinales, les troubles trophiques, comme on disait, les doigts boudinés, la sclérodactylie, la téléangiectasie, ou tous les autres signes qui rentrent vers une connectivite ou une maladie de système, sont bien évidemment des drapeaux rouges orientant vers un phénomène de Raynaud secondaire. Question 3. Je vous demandais ainsi, quelle manœuvre devez-vous réaliser? Eh bien, devant tout syndrome de Raynaud, vous devez réaliser une manœuvre d'Allen. La manœuvre d'Allen consiste à aller comprimer avec vos deux mains, je le fais comme ça, la main, les artères ulnaires ici, radiales ici du patient. Vous lui demandez ensuite de faire des mouvements de flexion, extension de la main, de façon à ce que la main devienne blanche exsangue. Puis vous relâchez l'artère, et normalement la main se recolore. Si ce n'est pas, si c'est le cas, vous recommencez, tac, 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 vous levez l'autre artère, ça va se recolorer aussi. Si, en levant la compression sur une des artères, la main ne se recolore pas, ça veut dire que cette artère est probablement thrombosée. Je vous rappelle aussi que la manœuvre d'Allen est obligatoire avant tout gaz du sang, parce que si votre patient a une artère ulnaire thrombosée et vous faites un hématome intraparoi ou un caillot dans l'artère radiale de votre patient n'a plus de vaccination de la main. Cette question sera rapportée à un item de rampé, savoir réaliser une manœuvre d'Allen, ce qui peut vous être demandé en Écosse. Donc on l'a dit, il faut chercher une cause mécanique à un syndrome de Raynaud, notamment une occlusion, une sténose d'une artère de la main, l'artère radiale de l'artère ulnaire, d'où la manœuvre d'Allen. Et voici une manœuvre d'Allen en photographie. Donc, à l'examen clinique de votre patient, vous notez pas de paresthésie des doigts, à la percussion de la partie du poignet ou de la flexion forcée du poignet. Donc ça, c'est le signe de Tinel et la manœuvre de Fallen. D'accord? On va percuter avec le marteau réflexe la partie antérieure, ça fait des paresthésies. Le canal carpien est probablement un peu coincé ici. Et Fallen, on fait baisser les mains comme ça. Ça, on est sur un canal carpien, ça n'a rien à voir avec un phénomène de Raynaud. Ensuite, voici la manœuvre. Donc là, vous avez vu, on a comprimé l'artère radiale, l'artère ulnaire, on a levé l'artère radiale, hop, la main qui était blanche devient rouge. Ici, pareil, tac, 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 on a comprimé les deux, on a levé la compression sur l'artère ulnaire cette fois-ci, la main devient rouge. La patiente a donc une manœuvre d'Allen normale, donc négative. On parle de manœuvre d'Allen positive quand on démasque une sténose, une obstruction d'une artère. Donc question 4, qu'est-ce qui était juste? Eh bien, c'est une manœuvre d'Allen normale, comme on vient de le dire. Et ça se rapportait toujours à savoir réaliser une manœuvre d'Allen, et je vous ai remis ici des images qui explicitent cette manœuvre. Question 5. Devant ce syndrome de Raynaud, quel examen réalisez-vous en première intention? Alors attention, cette question, elle est un peu tricky. Pourquoi elle est un peu tricky? Parce que si vous lisez tout le texte, et si vous suivez le dossier progressif, eh ben, cette personne, elle n'a pas de drapeau rouge. Elle n'a pas de maladie trophique. C'est une femme jeune. Elle a une manœuvre d'haleine normale, etc. Donc, on aura envie de dire, syndrome de Raynaud typique de la femme jeune. Il faut faire aucun examen. En effet, si vous n'avez pas de drapeau rouge, vous ne devez faire aucun examen. Vous surveillez la patiente, et puis c'est tout. Mais s'il y avait un drapeau rouge, et ce drapeau rouge, je vous l'ai notifié au début de la conférence, c'était l'atteinte du pouce sur la photographie. Et donc, si vous loupiez cette atteinte, si vous ne regardez pas la photographie, vous ne pouvez pas répondre à cette question correctement, parce qu'en effet,